Pourquoi, sans vous en rendre compte, vous perdez probablement de l'argent si vous n'investissez pas votre épargne correctement? Et oui, je suis désolé, c'est peut-être le cas si vous laissez trop d'épargne sur un livret bancaire. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Et on verra aussi ce que j'entends par trop d'argent. Et je vais surtout vous donner des solutions pour que ce ne soit plus le cas. Très concrètement, dans cette vidéo, nous verrons donc les éléments suivants. Pourquoi l'inflation peut vous faire perdre autant qu'un investissement dans des actions juste avant l'éclatement d'une crise économique et financière? Quel est le coût d'opportunité de vos choix d'investissement? Et comment procéder pour choisir les investissements adaptés à votre situation? Je suis Guillaume Maillot, fondateur du cabinet de gestion de patrimoine William Gestion Privée. Allez, on est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que le contenu que je vais vous donner peut être un peu dense pour certaines personnes. Donc si vous êtes malgré tout intéressé par mon approche, mais que vous n'avez plus vraiment le temps de regarder la totalité de la vidéo, je vous propose d'aller directement à la partie conclusion de cette vidéo, puis de me laisser un petit commentaire de type merci pour la vidéo, car ça fait toujours plaisir et ça aidera la chaîne. Allez, ce coup-ci, on est vraiment parti. Pourquoi l'inflation peut vous faire perdre autant qu'un investissement dans des actions juste avant l'éclatement d'une crise économique et financière? Alors, cela peut paraître un peu excessif, mais c'est la réalité pour ceux qui ne gèrent pas correctement leur épargne dans le temps. L'inflation, tout le monde sait ce que c'est l'augmentation des prix des produits qu'on peut avoir chaque année. On peut mesurer l'inflation moyenne en France à travers le temps. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces données sur le site de l'INSEE. Si l'inflation est de plus de 2% d'une année sur l'autre, cela signifie qu'en moyenne, vos dépenses pour la vie quotidienne ont augmenté de 2% par rapport à l'année d'avant. Si votre épargne accumulée ne génère pas un rendement au minimum égal à l'inflation, alors vous perdez de l'argent. Vous perdez du pouvoir d'achat pour être exact. La perte est moins palpable, mais cela reste une perte de valeur. Prenons l'exemple, pour bien le comprendre, d'une baguette coûtant 1 euro. Si vous avez 10 000 euros sur votre compte courant, vous pouvez techniquement acheter 10 000 baguettes. Pas très utile, vous me direz, à faire dans l'immédiat en tout cas, mais c'est une manière de mesurer votre pouvoir d'achat simplement. L'année suivante, le prix de la baguette monte de 2% et coûte 1,02 €. Avec vos 10 000 euros qui n'auront pas été rémunérés, vous pourrez acheter 9 804 baguettes. C'est presque 200 baguettes de moins par rapport à l'année d'avant. Vous pouvez donc acheter moins de choses. Est-ce que ce n'est pas l'équivalent de perdre de l'argent, ça ? Vous me direz probablement, d'une année sur l'autre, cela ne vous fera ni chaud ni froid, surtout à celui qui ne suit pas ces sujets-là. Mais vous risquez de vous faire rattraper par la réalité avec le temps. En supposant une inflation annuelle moyenne à 2% par an, c'est ce que cherchent à avoir les grandes banques centrales, dont la Banque Centrale Européenne, voici l'impact d'une inflation théorique de 2% sur votre capital si ce dernier ne génère pas de rendement dans le temps. Après 5 ans, cela fait une perte cumulée de moins 9,4%. Ça commence à piquer. On se rapproche du territoire d'une correction boursière qui peut faire paniquer certains investisseurs. Après 10 ans, c'est l'équivalent d'une perte cumulée de moins 18%. Je vais m'arrêter là, vous avez compris et vous avez le graphe jusqu'à la fin de 40 ans. Cependant, vous me direz probablement, Guillaume, il y a le livret A qui génère un rendement pour compenser justement cette inflation. C'est l'objectif, en tout cas affiché de ce livret. Cependant, il y a 3 limites à ce raisonnement. La première limite, c'est que cela n'a pas toujours été le cas, comme on a pu le voir ces dernières années, lorsque l'inflation réelle a fortement progressé et que le taux de livret A n'a pas suivi pour compenser en totalité cette inflation. Deuxième limite, c'est que le montant maximal pouvant être déposé sur ce livret est limité. Si on rajoute le LDDS, donc le livret de développement durable et social, qui apporte la même rémunération que le livret A, le montant maximum pouvant être déposé sur ces deux livrets est de 34 950 €. Et la troisième limite, c'est que ce raisonnement fait abstraction du coût d'opportunité éventuel à avoir choisi cet investissement plutôt qu'un autre. Bonne transition pour arriver à la deuxième partie. Autrement dit, est-ce que vous n'auriez pas dû avoir un rendement supérieur étant donné votre situation? Encore une façon de voir les choses, et est-ce que votre épargne vous a apporté moins que ce qu'elle aurait dû étant donné votre situation? Cela revient à dire que théoriquement, vous avez peut-être perdu de l'argent même s'il a été placé sur un livret A. Pour prendre un exemple concret, vous avez réalisé un investissement qui vous rapporte selon les années entre du 2 et 3% par an. Cependant, votre situation personnelle fait que vous auriez pu investir dans un produit générant un rendement moyen autour de 6% par an. Dans ce cas, vous auriez dû avoir plus de 2 ou 3% par an. Vous auriez dû avoir autour des 6% par an parce que votre situation
vous permettez peut-être d'aller investir dans des produits plus rentables, mais nécessitant d'investir sur le long terme afin de réduire une partie des risques inhérents aux investissements plus rentables. Je dis bien peut-être car tout le monde n'a pas la possibilité d'investir dans des produits de plus long terme. En effet, dans ces questions, je fais référence à votre situation personnelle car la réponse posée en début de deuxième partie ne sera pas la même pour tous. Je vais essayer de vous donner suffisamment d'informations pour que vous puissiez avoir une idée si selon votre cas, vous perdez de l'argent ou non. Afin de qualifier votre situation personnelle et de savoir dans quel type d'investissement vous devriez investir, on pourra décomposer l'analyse de votre situation en plusieurs parties. La première partie, ce sont vos projets et en particulier les horizons de placement associés à chacun de vos projets. Est-ce que vous voulez investir pour préparer l'achat d'un bien immobilier dans 5 ans, pour préparer votre départ en retraite lorsque vous aurez l'âge légal de départ en retraite? La deuxième partie est votre profil investisseur. Jusqu'à quel point vous êtes à l'aise si la valeur de votre patrimoine vient à varier dans le temps. Est-ce que vous souhaitez investir dans les produits ayant des caractéristiques précises? La troisième partie, c'est votre capacité à supporter des pertes. Pour investir sur des produits plus rentables, mais comportant des risques plus élevés, il faut avoir une bonne capacité à supporter des pertes éventuelles. Une façon d'améliorer sa capacité à supporter des pertes est de définir un montant que vous voudriez sécuriser pour pouvoir l'utiliser en cas de besoin de façon urgente. Ce montant devra être placé sur un produit sécurisé mais aussi que vous pouvez récupérer à tout moment. Ainsi, vous n'aurez pas à compter sur vos autres investissements en cas de besoin urgent. Autrement dit, vous ne serez pas forcé de récupérer vos autres investissements, ce qui peut être problématique si la valeur de ces derniers a corrigé dernièrement suite à une correction boursière. Quatrième sujet, c'est votre situation financière. Est-ce que vous avez de quoi assurer votre train de vie? Est-ce que vous avez une capacité d'épargne mensuelle en plus de cela? Vous avez peut-être également une capacité d'emprunt résiduel ou même non utilisé. Et il faudra faire aussi un bilan du montant de votre épargne accumulée jusqu'à maintenant et sur quel produit d'investissement ce patrimoine est réparti. La cinquième partie, c'est votre situation patrimoniale au sens plus large, notamment sur les sujets de transmission ou de protection de la famille et plus globalement pour les personnes morales. Cela peut avoir un impact davantage sur le type d'enveloppe à utiliser, contrat de capitalisation, contrat d'assurance vie, SCI, plutôt que sur les investissements à réaliser à travers l'enveloppe en tant que telle. Si vous avez de quoi assurer votre train de vie sans problème, remboursement d'emprunt compris, et que vous avez mis de côté en cas de besoin sur un livret bancaire sécurisé de type livret A, LDDS ou autre, vous pouvez investir pour financer votre ou vos projets. Et oui, je vais la faire. Que c'est notre projet! Votre projet. Bon, la référence commence à dater, mais il est toujours notre président au moment où je tourne cette vidéo, donc je pense que je peux toujours la faire. Et voici les rendements annuels que vous devriez viser selon votre horizon de placement si vous avez un profil prudent. Ces rendements vous donnent donc une idée de votre coût d'opportunité hors effet de levier via un emprunt bancaire. Par exemple, si vous avez un profil prudent et que vous souhaitez investir dès aujourd'hui pour améliorer le montant de votre apport personnel pour l'achat d'un bien immobilier dans 5 ans, vous devriez viser un rendement autour de 4,2% par an. Si vous prenez finalement la décision de placer votre argent sur un livret bancaire sécurisé qui rapporte un rendement de 2% par an, votre coût d'opportunité pour financer ce projet-là est de 2,2% par an. 4,2 moins 2%, 2,2. Sur 5 ans, la différence commence à se faire sentir puisqu'elle sera de 12% de performance cumulée en moins si vous avez opté pour le rendement de 2% par an plutôt que pour le rendement de 4,2. Et cette différence s'accroît dans le temps, elle est même exponentielle. Vous pouvez d'ailleurs vous en rendre compte avec ce graphique qui vous donne cette différence chaque année pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, la personne qui aura préféré investir dans un produit ayant un rendement annuel moyen de 2% aura 79% de performance cumulée en moins que la personne ayant préféré investir dans un produit rapportant en moyenne une performance de 4,2% par an. Si sa situation et son profil investisseur lui auraient permis d'investir sur un produit rapportant du 4,2% par an en moyenne, elle aurait dû y aller et avoir ces 79% de performance cumulée supplémentaires. Je peux vous l'assurer, donc ces 79% de performance cumulée sont malheureusement perdus pour cette personne. Le temps c'est de l'argent, comme techniquement on ne peut pas rattraper le temps perdu, on ne peut pas rattraper l'argent non plus. Comment sont calculés ces rendements? Ces rendements annuels affectés au profil prudent en fonction de son horizon de temps sont calculés par mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine, William Gestion Privée. Ils sont issus de la recherche effectuée par le cabinet, donc par moi, afin de conseiller au mieux mes clients en fonction de leur situation. J'ai accès à différents outils qui me fournissent de l'information financière sur les différents produits et leurs performances passées. Ce ne sont pas des rendements garantis que je vous ai affichés tout à l'heure,
Ce ne sont pas non plus les rendements maximum, bien au contraire, ni les rendements de l'année passée. On pourra plutôt parler de rendement moyen ou de rendement espéré. Je vous en dis plus dans la troisième partie de cette vidéo. Afin de ne pas vous surcharger d'informations, je choisis ici de ne pas afficher les coûts d'opportunité des autres profils investisseurs, à savoir les profils équilibrés, dynamiques et offensifs. J'espère que vous n'en voudrez pas. Autre point à considérer ici, ces rendements espérés sont établis à partir de portefeuilles qui ne vous demanderont pas de faire appel à l'emprunt bancaire. L'emprunt bancaire, s'il est bien utilisé, peut vous aider à améliorer ses rendements. Encore faut-il avoir la capacité de le faire, l'horizon de temps nécessaire et l'envie de supporter les risques associés à l'emprunt, car cela peut vous contraindre dans votre vie professionnelle et votre vie privée. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ces rendements exposés précédemment, deux options s'offrent à vous. Soit vous me le dites en commentaire pour savoir si vous êtes intéressé par une vidéo complète sur le sujet, soit vous poursuivez la vidéo pour en savoir un peu plus. Comment procéder pour choisir les investissements adaptés à votre situation? Même si je vous ai dit juste avant que la construction d'allocations est issue de la recherche de William Gestion Privée, je vais vous donner quelques informations qui vous permettront de réfléchir à la construction de votre portefeuille si vous souhaitez investir par vous-même. Petit aparté avant cela, si vous êtes déjà convaincu par ce que je vous ai dit et que vous souhaitez être conseillé sur la gestion de toute partie de votre patrimoine par William Gestion Privée, vous pouvez me contacter en réservant un créneau dans mon agenda disponible sur mon site internet ou regarder directement la conclusion de cette vidéo pour en savoir un peu plus sur le cabinet et les prochaines étapes. Allez, revenons à notre sujet et je vais vous prendre un exemple précis pour que ce soit le plus compréhensible possible, mais la réflexion à avoir sera la même pour tous les profils de risque et horizons de placement. Prenons donc l'exemple d'un profil de risque dynamique cette fois qui a un horizon de temps long et un horizon de temps de 15 ans. Dans ce cas précis, il pourrait investir dans tous les types d'actifs que nous pouvons trouver habituellement, dans les PEA, les comptes titres ou les assurances vie. Donc il pourra investir dans les actions, de l'immobilier, des obligations à haut rendement, des fonds de performance absolue et j'en passe. L'idée est donc de trouver là où les types d'actifs les plus rentables sur cette durée d'investissement de 15 ans. Si vous avez posé cette question autour de vous, de nombreuses personnes vous répondront que les actions sont le meilleur investissement dans ce cas. D'autres seront encore plus précis en vous aiguillant vers un fonds ou un ETF Action Monde. Il est vrai que sur les 10 ou 15 dernières années, même avec la baisse que nous avons connue depuis l'annonce des droits de douane de Trump avec le monde entier et en particulier avec la Chine, si on s'arrête au creux de la vague à ce moment-là, il était quand même plus intéressant d'investir dans un produit répliquant un indice Action Monde que d'investir dans les autres classes d'actifs évoquées précédemment. La tentation est donc très grande de partir sur un investissement à 100% sur un produit répliquant un indice Action Monde. Mais pour être honnête, je pense que ces personnes oublient ou n'ont pas conscience de plusieurs choses. La première, c'est que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est un rappel juridique, mais ô combien nécessaire, même dans ce cas. La deuxième chose à ne pas oublier est que même si la durée considérée est très longue, 15 ans ici, cela ne veut pas dire pour autant que nous avons connu toutes les situations économiques et financières possibles sur ces 15 dernières années. 15 ans à partir d'aujourd'hui, c'est regarder la période mai 2010 à fin mai 2025. J'ai tourné cette vidéo courant juin, donc j'avais les données disponibles jusque fin mai. Qu'en serait-il si nous avions vécu pendant cette période de 15 ans une ou plusieurs grandes crises financières comme en 2007-2008 ou au début des années 2000? Alors maintenant, je vous pose une question à laquelle vous pouvez essayer de trouver la réponse. Si nous regardons la période fin août 1999 à fin août 2014, quelle a été la classe d'actifs qui a apporté le meilleur rendement si nous considérons uniquement un indice action mondial classique, les obligations à haut rendement dans le monde et l'immobilier professionnel français? Alors la réponse? Ne la mettez pas dans les commentaires, ça ne sert à rien, je vais vous la donner. La réponse est que les actions mondiales ont été surclassées par les obligations à haut rendement et l'immobilier. Les actions mondiales ont fait moins bien que les deux autres classes d'actifs. La réponse serait d'ailleurs la même si nous considérions les périodes fin mai 2000 à fin mai 2015, ou encore fin mai 2001 à fin mai 2016, et j'en passe. Une fois qu'on a vu ça, on se rappellera la première règle. La première règle du Fight Club est... Non, désolé. La première règle est que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc on pourra se dire qu'il existe un monde dans lequel, même si nous rencontrons deux autres crises économiques et financières dans les 15 prochaines années, il se peut que les actions surperforment cette fois les autres classes d'actifs. Et ce n'est pas faux, je ne vais pas vous dire le contraire, il y a potentiellement une probabilité non nulle que cela arrive. Mais considérer toutes les autres périodes passées de 15 ans nous donne au minimum l'intuition que le conseil qui consiste à dire
que tous ceux qui ont un horizon de temps très long doivent investir leur épargne à 100% sur un indice action mondial, fortement concentré sur les actions américaines en plus, n'est peut-être pas le conseil le plus avisé du monde. Donc voici la première réflexion que je vous conseille d'avoir pour construire votre portefeuille selon votre situation. Peut-être la deuxième réflexion à avoir pour construire votre allocation serait d'essayer de regarder ce qu'il s'est passé historiquement dans le pire des cas avec l'allocation que vous avez définie, ou que vous êtes en train de définir. Est-ce que par le passé, il y a eu des périodes où votre allocation a délivré des performances négatives, même sur une période de 15 ans? Si le risque que vous êtes prêt à supporter au bout de 15 ans est uniquement de ne pas avoir gagné de l'argent, alors il faudra identifier l'allocation qui a les meilleures chances de délivrer un rendement espéré le plus élevé possible, tout en donnant de bonnes chances de préserver le capital, même dans le pire des cas sur une période de 15 ans. C'est une histoire des stress tests finalement. Étudier le passé de la façon dont je vous l'ai suggéré peut vous donner une base de réflexion pour définir votre allocation qui sera elle-même une allocation de base. Cette allocation de base pourra être modifiée dans le temps en fonction de votre analyse des marchés. Cette fois, on va essayer de se projeter un peu plus dans le futur. Cette nouvelle allocation, qui sera valable un certain temps, aura pour but d'essayer de faire un peu mieux que l'allocation de base pendant cette période. Par exemple, si votre analyse vous porte à croire que les actions devraient faire mieux que les autres classes d'actifs dans les semaines à venir, alors vous pourriez vouloir vendre une partie des autres classes d'actifs présents au sein de votre portefeuille pour augmenter le poids des actions au sein de ce dernier. Plus vous serez confiant en votre capacité à analyser le comportement futur des marchés, plus vous pourrez vous écarter de votre allocation de base. Mais attention à l'excès de confiance, surtout en ce qui concerne les marchés financiers. Voici donc comment procéder pour construire votre allocation selon votre situation. La difficulté de votre côté sera d'avoir assez de données sur différentes classes d'actifs pour remonter assez loin dans le passé afin d'inclure des crises financières de nature et d'intensité différentes. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé par cette démarche, sachez que c'est celle que j'utilise pour conseiller les clients de mon cabinet William Gestion Privée et c'est aussi celle que j'utilise pour gérer mon épargne personnelle que je réalise via mon cabinet. Avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle, dont de nombreuses années en tant qu'analyste de fonds d'investissement au siège de grandes compagnies d'assurance, j'ai monté mon cabinet depuis avril 2023. Vous avez à disposition sur mon site internet mon calendrier avec les créneaux disponibles. Ce sont des créneaux de 30 minutes. Vous recevrez un lien pour un rendez-vous via webconférence. Les prochains rendez-vous pourront se faire en présentiel en Ile-de-France si vous préférez les rendez-vous en face à face ou ils pourront continuer à être faits à distance. En tout cas, l'idée pendant ce premier rendez-vous est de faire connaissance, pas d'engagement donc de votre côté. Je vous présenterai ma façon de travailler, les ressources du cabinet et les frais associés à mon service. Tout sera transparent, mais rassurez-vous, ce premier rendez-vous est offert, pas de frais de votre côté, même si vous préférez en rester là après ce premier rendez-vous. C'est fait pour. Au pire, vous perdez 30 minutes en ma compagnie, ce qui n'a pas l'air de trop vous déranger si vous êtes arrivé jusque-là dans le visionnage de la vidéo. Pour ceux qui voudront aller plus loin après ce premier rendez-vous et bénéficier d'un conseil concernant la gestion de leur patrimoine, les frais de mon cabinet vous seront communiqués de toute façon lors du premier rendez-vous, donc vous déciderez en connaissance de cause si vous voulez aller plus loin. Et bonne nouvelle, pour le lancement de la chaîne YouTube, je vous propose une réduction de 50% des frais de conseil pour ceux signant le contrat d'accompagnement d'ici fin juillet 2025. Si vous voyez cette vidéo plus tard et que l'offre n'est plus disponible, je vous invite à regarder la description de la vidéo. Je pourrais y mettre d'autres offres à l'avenir qui pourront être sur d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous et je vous dis à très bientôt.